Salut la gang, ici Gab Lafrenière et bienvenue autour du bloc. Le podcast où on parle d'innovation, de technologie, de centres de données et aujourd'hui, on reçoit Gabriel Angeli, CEO et cofondateur de First Block, une entreprise qui se transforme les kilowatts en gigajoules pour les centres de données, le chauffage, la décarbonation. On va démêler tout ça aujourd'hui ensemble. On start ça right now. Je trouve ça complètement incroyable. Les centres de données, les centres de calcul dans le monde consomment plus que l'Argentine et 95% de l'énergie est complètement gaspillée. Pendant ce temps-là, au Québec et dans les régions nordiques, 18% de la consommation énergétique, c'est du chauffage. Est-ce qu'il y a moyen d'allier les deux? Centre de données innovants, chauffage de bâtiments. On va en parler aujourd'hui avec M. Gabriel Angeli. Gab. Salut Merci. Gab. Merci d'avoir accepté l'invitation. Enchanté, je suis content d'être ici aujourd'hui. Good. Hey Gab, écoute, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, parce qu'on a vraiment un épisode qui va être extrêmement chargé aujourd'hui, on a beaucoup de choses à se dire. J'aimerais ça que tu te présentes dans le fond pour ceux qui ne te connaissent pas encore. C'est qui Gab Angeli? D'où tu viens? C'est quoi ton parcours? Puis surtout, comment tu es venu à fonder First Block, là, dans le fond, puis Très te connaître? content d'être ici, Gab, aujourd'hui. Écoute, moi, j'ai un drôle de parcours. Je suis biologiste de formation. J'ai fait un bac en bio. J'ai été attiré par les sciences pour plein de raisons, mais vers la fin de mon parcours, je me suis réorienté vers la bioinformatique, la génomique computationnelle. Pour le monde qui ne sait pas, bioinformatique, c'est la science informatique qui analyse tout ce qui est séquençage d'ADN, génome humain, et tous les autres génomes. Bref, donc je me suis intéressé vraiment plus à l'informatique et les technologies vers la fin de mon parcours. Mais tu vas voir, il y a un petit lien quand même avec... Est-ce que tu as œuvré là-dedans ou tu as bifurqué? J'ai eu des stages, j'ai eu des cours, puis j'ai vraiment une orientation vers la fin de mon parcours, mais je n'ai pas travaillé en bioinformatique. OK. Non. Mais le fil conducteur, c'est vraiment tout ce qui est computation en arrière de la bioinformatique, parce que pour faire du séquençage d'ADN, je fais une mini parenthèse, ça prend une énorme quantité de force de calcul. On a utilisé Coloss à plusieurs reprises dans le cadre de l'université. C'est un modèle d'IA? Coloss, c'est un super calculateur qui est en fait à l'Université Laval. OK. Puis, dans le fond, la plupart des trucs de recherche de l'Université Laval utilisent Coloss pour faire du computing. Donc, bref, c'est une mini parenthèse, mais vers la fin de mon parcours, je me suis vraiment réorienté vers les technologies. J'ai fait une maîtrise après en stratégie d'affaires numériques. Fait que tout ce qui est transformation numérique. Fait que je dirais aujourd'hui que je suis un passionné puis un expert de transformation numérique. Puis on est dans une économie qui s'en va vers du digital, on s'entend. L'économie est en train d'être digitalisée au complet. Ben oui. Puis quand tu parles justement de séquençage d'ADN, ça me fait penser, il y a un subnet Tao sur le séquençage d'ADN. Ouais. T'as-tu misé On dessus? l'a testé, Tao, à plusieurs reprises, mais on n'a pas eu des bonnes conclusions, mettons. OK, parfait. Fin de la parenthèse. On pourra en parler plus off-cam. Écoute, c'est ça. Donc, dans mes études, j'ai vraiment une orientation sur les technologies médicales. J'ai travaillé pour une entreprise de tech médicale pendant 1 an où j'ai eu l'occasion d'aller au Japon rencontrer des manufacturiers de fibres optiques, Mitsubishi, entre autres. Ça a été super formateur pour moi. Donc, vraiment dans une optique de développement de marché. Fibre optique, etc., au Japon. Ensuite, j'ai rebasculé vers les télécoms parce que j'ai eu un petit parcours de télécom pendant quelques années. J'ai rebasculé dans les télécoms en développement d'affaires et vente. Donc, mon parcours, honnêtement, a été super formateur puis ça m'a amené aujourd'hui vraiment à avoir une expertise de généraliste. Je ne suis pas un spécialiste technique sur des sujets spécifiques, mais je pense que je suis un très bon généraliste globalement sur les différentes technologies. Donc, grosso modo, ça, c'est mon parcours. Maintenant, en 2020, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a eu un boom sur les GPU. Moi, je me rappelle de la pandémie là, en 2020. Ouais, Ça a commencé à oublier. Ça a concordé étrangement avec le boom des GPU Ouais. à Puis l'époque. juste en passant, pour ceux qui ne savent pas à la maison, j'aimerais ça parce que Gab, comme tu l'as mentionné, tu es un expert en centre de données, tu es un gars hyper technique, dans le fond, tu es un scientifique à la base. Là. Je serais pas Tu es un gars qui a un MBA, Bon généraliste. généraliste, scientifique. Fait que je veux pas qu'on se perde parce que moi, souvent, je t'écoute parler, puis j'ai l'impression d'être Charlie Brown. Là, tu sais. J'entends « wouah, wouah, wouah ». Fait que j'aimerais ça qu'on décortique un peu ton jargon. Là. Exemple, quand on parle d'un GPU. Ouais. Ben ça, je le savais la réponse, mais Graphic Processing Unit. Donc, c'est une carte graphique, ça. Oui, carte graphique, c'est dans un serveur. Puis je fais juste une mini parenthèse. Ouais. Dans ma parenthèse, depuis que j'ai 12 ans, je suis un passionné de tech.
puis de composantes électroniques. Je monte des serveurs, des ordis depuis que j'ai 12 ans. J'en vends. Donc, C'était quoi ton premier ordi? écoute, j'ai eu à l'époque, c'était T'avais-tu le Macintosh One? non, j'ai pas eu cet ordi-là, mais tu sais, dans le temps, je me rappelle, même les premiers ordi que j'ai touchés, c'était avec XP, là, avec le système d'exploitation XP. Ouais. Je me mis de Windows 2000 à OK. l'époque. Fait que c'était vraiment des old school, là, mais je te dirais, j'ai eu toujours un parcours où j'ai été passionné par le hardware. OK. Donc, bâtir des serveurs, des ordis, j'ai monté des sites web. J'ai eu un gros parcours de toucher à la tech. Puis en 2020, moi, j'avais un petit hobby, c'était de construire des serveurs de calcul de GPU, des serveurs de cartes graphiques. OK. OK? Donc, il y en a qui collectionnent des cartes de hockey. Moi, j'ai bâtir des, des serveurs de GPU. C'était ma passion. En 2017, j'ai commencé à faire ça. 2020, comme je ramène ça à 2020, gros buzz sur les GPU, une pénurie de cartes graphiques. Je m'en rappelle, tout le monde en voulait. Le monde Exact. voulait monter des rigs dans ce temps-là. Ils voulaient Ouais. faire de l'Ethereum ou... Exact. Il y avait comme. Il y avait les clusters de AI qui commençaient en 2020, 2021. Oui. Il y a eu le buzz. ChatGPT a commencé graduellement dans cette période-là, 2020-2021. Ah ouais, je pensais que c'était... Moi, j'étais pas là dans Mais ce temps-là. il y avait des outils d'AI, ça commençait. OK. Le narratif AI commençait, mais vraiment plus subtilement en 2020-2021. Puis, grosse demande de GPU, justement pour le calcul AI et blockchain. Donc, 2020, moi, je me suis remis à fabriquer des serveurs de calcul, dans le fond, qui est comme un peu une passion pour moi de taponner dans du hardware puis de bâtir des serveurs. Donc, et à l'époque aussi, je venais d'acheter une maison, je suis dans un flip immobilier avec un ami, on rénove mon sous-sol de maison, on transforme mon sous-sol en appartement, grosso modo. OK. Et bon, là, ça devient le premier headquarter de First Block, le bureau OG là, de First Block à l'époque, où on commence à construire des serveurs en grosse pompe. Donc, on est fin 2020, début 2021. J'ai trois autres personnes qui se joignent à moi dans le sous-sol. Puis, comme toute business classique startup à la Silicon Valley, sous-sol de Limoilou, un peu humide, on fabrique des serveurs. Puis, la business commence à prendre l'expansion. Donc, on est juste 4. On fabrique des serveurs. Écoute, on est dans un petit sous-sol, comme je disais, de maison. Puis, on a des serveurs partout. J'ai 2 chambres qui sont supposées être des chambres, qui sont remplies de serveurs. Wow. Des salles de serveurs, dans le fond, Mais des fermes de GPU. c'est vous qui vous les vendiez, vous les gardiez. On fabriquait les serveurs, on achetait les composantes, on bâtissait les serveurs, on mettait l'OS, on bâtissait on poussait les softwares sur le serveur pour les clients. Puis après ça, on les vendait sur le web ou même des clients en direct. Puis on a commencé à en vendre un peu partout au Québec, Amérique du Nord, US, et même des composantes jusqu'au Mexique. On a même vendu des GPU jusqu'au Mexique. Donc, je pense que notre grosse force à l'époque, c'était de trouver des GPU là où personne n'en trouvait. Puis on faisait toutes sortes d'affaires pour en avoir des GPU. Je te dirais pas toutes les affaires qu'on a dû faire, mais exemple, dans l'optique d'avoir des GPU, les distributeurs nous obligeaient à acheter des composantes informatiques. OK, donc de plus. Donc, vous n'aviez pas nécessairement de besoin. Exact. Au fond. Donc, pour avoir une GPU, admettons, je te donne un exemple, il fallait acheter 5 ou 6 motherboards, des power supply, des composantes secondaires qui n'étaient pas nécessairement utiles dans le cadre de nos serveurs, parce que nous, c'était des pièces plus spécifiques, plus nichées. Donc, on achetait plein de composantes en plus de nos GPU. Puis vous faisiez quoi avec ça? On les revendait. On a développé, dans le fond, dans cette période-là de la business, on a développé une certaine expertise de revendre du matériel sur les marketplaces. C'est genre sur Amazon. Ouais, puis, exact. On a commencé à faire du dropshipping, à vendre. C'est pour ça qu'on a commencé même à vendre au Mexique. On a développé cette expertise-là de B2C puis B2B, de vendre de l'équipement puis d'avoir des marketplaces, mais c'était vraiment par défaut, c'est un effet collatéral des distributeurs. Les fournisseurs s'en sont mis plein les poches dans cette période-là. Ça a été quand même une bulle, mais on a eu, ça a été très formateur. On a eu quand même pas mal de plaisir aussi, puis on a fait des sous. Puis la business a commencé sur ces bases-là. En parallèle, on a aussi eu des projets de salles de serveurs à construire pour des clients qui nous approchaient, qui voulaient qu'on les aide à bâtir des salles de serveurs GPU, parce qu'il y avait vraiment un gros engouement pour les GPU. Et on avait nos propres aussi installations, donc on travaillait sur nos propres installations. Puis, comme tous les opérateurs de centres de données, on a été confrontés par un défi qui est la chaleur. Donc, c'est là où l'idée, je ne dirais pas de génie parce que sincèrement, on n'a absolument pas inventé la récupération de chaleur. Ah ouais. Ça se fait depuis belle lurette, ça se fait un peu partout dans le monde. Là, je pense que la différence, c'est que nous, on l'amène à un niveau où
On est audacieux dans notre approche. On décentralise nos installations chez les clients. On va en reparler tantôt. Oui, mais c'est ça. Mais là, si on revient dans le sol de Limoilou, Ouais, là, exact. il y a des chambres qui sont pleines de serveurs. Plein de savoir. L'entrée électrique est à côté dans la barreur. Oui. Après ça, vous faites quoi? Là, la chaleur, l'été, ça devait être Exact. épouvantable. C'est une fournaise, ça. Mini parenthèse, juste te donner l'image à quel point que c'est loufoque, mais on est 2021, on achète des centaines de milliers de dollars de GPU à chaque semaine. Ça rentre par les fenêtres. On démonte. Les fenêtres de sous-sol étaient démontées carrément pour pouvoir avoir la capacité de recevoir les GPU par les fenêtres. Les voisins se posaient vraiment des questions. C'est un quartier résidentiel. Oh Puis, oui, une petite rue bien normale à Limoilou. bien puis, normal. Là. On avait des camions de DHL à tous les jours, puis de Purolator. On en recevait des cargaisons de cartes graphiques par les fenêtres. Il y en avait partout. Donc, c'est une drôle de période de la business. On est rendu complètement ailleurs. Mais oui, la chaleur. Donc, on a été confronté à trouver des manières imaginatives de transporter la chaleur puis la redistribuer. Puis moi, ben, avec mon background de bio, puis mon background, ben, peut-être comme tu as dit tantôt, de scientifique, je trouvais ça immonde de ne pas être en mesure de prendre la chaleur puis de faire quelque chose avec. Parce qu'il faut comprendre que 1 kilowatt de computing, 1 kilowatt de serveur, c'est littéralement pratiquement 1 kilowatt d'énergie en BTU. ben, c'est comme une plainte électrique, dans le Exact. fond. Fait que le semi-conducteur, il agit comme un toaster, résistance. comme un élément de résistance, dans le Exact. fond. Donc, puis tu sais, c'est un ensemble de composants du serveur qui dégage de la chaleur. Puis le nerf de la guerre dans les centres de données, puis ça a tout le temps été le défi depuis le début, c'est de refroidir les équipements, capturer la chaleur puis l'évacuer. Puis aussi pour la performance, là, tu sais, Exact. les serveurs ils vont mieux fonctionner s'ils sont bien coolés. Là. Exact. Donc, Tu une sais. salle de serveur, ça doit être maintenu entre 25 et 35 Celsius, dépendamment des types d'équipements. Là. Mhm. Donc, il y a ce défi-là constant de refroidir. Puis ça a un coût énergétique aussi. Un centre de données doit refroidir soit avec des climatiseurs ou avec une évacuation de la chaleur constamment. Ouais. C'est souvent 10-15% de la load électrique qui est attribuée à du refroidissement. Fait que souvent, dans le fond, c'est du HVAC, c'est des grosses thermopompes qui poussent Ouais, de la chaleur ou Ou juste des chillers. allées, dans les centres de données à l'air traditionnel, c'est des allées chaudes, des allées froides. La chaleur est poussée et est évacuée dans les conduites. Il peut y avoir de la climatisation aussi pour venir compenser dans certaines zones, mais il y a un coût énergétique. Ouais. Donc, dès 2021, on a eu l'ambition de vouloir transformer la chaleur dans un produit réutilisable. On a testé en premier des technologies de récupération de chaleur à l'air. Ça a été un échec monumental. C'est pas En un fond, t'as métier. poussé de l'air dans des tuyaux, Exact. ça voyage pas tellement bien. Non, exact. L'air, c'est pas un médium de transport qui est adéquat, selon moi. Là. Mhm. Donc, on a utilisé l'air pendant, je te dirais, peut-être quelques mois. On a testé, on a fait des projets pilotes. Ça a été vraiment un échec, comme je te dis, monumental. Ensuite, on a été faire des technologies d'immersion. OK, Ça, donc, j'en ai entendu parler de ça, j'ai jamais vu de mes yeux, mais le concept, c'est de plonger des ordinateurs dans de l'eau, quoi. Pas dans de l'eau, en fait, c'est, dans le fond, dans de l'huile. tu sais, le chaleur radie le serveur, pardon, radie la chaleur. Ouais. Ce qu'on fait en immersion, c'est qu'on les baigne dans une bassine d'huile diélectrique. Donc, Ok. c'est une huile qui est excessivement dispendieuse. Là. Ça varie entre 12 à 20 le litre d'huile diélectrique. Donc, c'est pratiquement plus cher que... En fait, c'est plus cher que du gaz. Cette huile-là, elle sert de point d'absorption, finalement, pour la chaleur. Fait que les composantes électroniques sont dans l'huile et la chaleur est radiée dans l'huile. L'huile la capte, est transmise dans un échangeur à plaques. Donc, il y a une pompe de circulation dans les cuves. Puis, un échange thermique avec un échangeur à plaques. Dans le fond, la chaleur est retransmise ailleurs dans un réseau secondaire de glycol ou d'eau. Donc, il y a un peu des pertes là, à Un travers... peu, Gab, excuse, un échangeur à plaques, c'est quoi? C'est une machine? Ou... Oui, on va en reparler tantôt des échangeurs à plaques. C'est une composante très, très, très importante. C'est du une produit. composante clé, là. Exact. Un échangeur à plaques, c'est une grosse plaque, je te dirais. Je vais y aller très simplement parce que c'est Ouais. plus complexe que ça. C'est une grosse plaque d'aluminium ou de cuivre dans laquelle il y a un réseau de tubulure, un réseau de... Comme un genre de un serpentin. circuit, exact, un circuit vide Ouais. qui va justement où le glycol va se promener dans le circuit. Puis la chaleur va être captée. Fait que l'échangeur à plaques va être collé sur, dépendamment des modèles, là, soit c'est collé directement sur une composante, puis là, il y a un circuit dans lequel le glycol se promène puis vient capter la chaleur. Il y a un échange thermique. C'est des matériaux qui sont conducteurs de chaleur. Que titanium, cuivre, aluminium, puis il existe probablement d'autres types d'échangeurs. Donc, l'échangeur à plaque, c'est un échange, c'est un point de communication entre deux réseaux liquides, finalement.
OK? Donc, si tu OK. veux pouvoir transposer ce liquide-là d'un réseau à un autre, tu as besoin d'un échangeur. C'est évidemment, c'est comme un point de terminaison, finalement. Fait que ce que je comprends, le Gab, d'un échangeur à plaques, c'est que c'est un bidule qui sert à transférer la chaleur d'un liquide vers un autre Exact. liquide sans que les deux liquides se touchent ou se Exact. mélangent. Exact. En gros, c'est ça. Exact. Ça Donc, permet aussi de refroidir une carte graphique sans que l'eau touche la carte, dans le fond. exact. Dans le fond, nous, en hydrocooling, on va en reparler tantôt, mais les échangeurs à plaques sont sur les serveurs. Que les OK. gens, des fois, ils visitent nos installations puis ils se demandent, parce qu'ils voient le serveur, ils voient le liquide rentrer dans le serveur, puis ils voient le liquide ressortir du serveur. Ouais. Ben, il va où le liquide? Ben, il va dans un échangeur à plaques qui est collé sur les chips. Le liquide rentre, il fait des passes, puis la chaleur des chips, finalement, est dégagée vers l'échangeur, puis là, il y a un échange thermique entre le liquide puis la chips, finalement. Donc, si je ramène ça à l'immersion, on teste l'immersion pendant plusieurs mois, on fait des projets, des POC. On a encore d'ailleurs des projets d'immersion, je tiens à le dire, puis il n'y a pas grand technicien qui aime ça aller les manutentionner parce que c'est pas une technologie qui est plaisante à gérer. Mais ça marchait-tu pour le chauffage ou pas du tout? Ça marchait plus ou moins pour le chauffage. C'était limitant en termes de température qu'on pouvait aller. On n'a pas eu un succès en termes de récupération de chaleur avec l'immersion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas resté dans cette technologie. Finalement, ça nous a amené à l'hydrocooling. L'hydrocooling, c'est, selon moi, la technologie qui a le plus de potentiel pour faire de la récupération de chaleur. Ça l'amène aussi un lot de complexité. L'hydrocooling, la complexité, c'est que chaque composante doit être refroidie par des échangeurs à plaques. Donc, versus l'immersion, tu baignes ton serveur dans l'huile, puis après ça, toute la radiation du serveur dans l'huile est captée puis est transportée. OK? C'est littéralement la suite logique de faire du cooling à l'air. En hydrocooling, la différence, c'est que ton serveur est dans un rack. OK? La plupart du temps, c'est pas obligé d'être dans un rack. Et tu as des échangeurs à plaques, des petits échangeurs à plaques qui sont collés sur tes composantes critiques de ton serveur. OK. GPU, on disait tantôt, la carte graphique qui fait souvent la plus grosse intensité de calcul, elle est là, la plus grosse dépense énergétique, elle est là. Tu peux avoir ton CPU aussi, ton processeur. Tu peux avoir ton power supply, même ta RAM peut être La couverte. RAM, elle peut chauffer aussi. La RAM, dans des serveurs vraiment d'envergure, la RAM chauffe, puis il faut souvent la refroidir. Puis est-ce que les petits disques échangeurs. durs de stockage, eux autres, Disques durs, des NVMe, il existe plein de petits échangeurs. OK. Oui, des disques durs spécifiques comme, mettons, de la NVMe. Bref, sans aller dans les détails, oui, ça peut chauffer aussi. Puis ça peut OK. être Fait que refroidi. chaque composante du superordinateur peut être refroidi au liquide, puis ça devient encore plus de liquide chaud à sortir finalement. Exact, exact. OK. Donc, grosso modo, ça nous amène au liquid cooling. On découvre cette technologie-là, puis ça y est, on est lancé. On le sait que c'est la technologie que ça nous prend pour aller se décentraliser. Parce que, oublie pas qu'on on garde en tête notre volonté de se décentraliser. Vous voulez pas rester dans le sous-sol à Limoilou. Non, ça- C'est genre, ça peut-être le temps qu'on parte. Ah, exact. Rapidement, je te dirais qu'on a migré vers un bureau pas mal plus gros sur Wilfrid-Amel. D'ailleurs, on est encore là. Beaucoup plus gros bureau avec un warehouse puis avec une capacité de production puis d'avoir plus de staff. Donc, on découvre notre technologie et là, on se lance. Puis, on l'a fait à la First Block, je te dirais. Avec du recul, est-ce que c'est la meilleure approche? Je sais pas, mais ça nous a amené des avantages. Puis, à la First Block, c'est-à-dire où on a tenté de démystifier la technologie par nous-mêmes. Donc, on a fait beaucoup de tests par nous-mêmes. On a fait fabriquer des pièces, des adaptations de la façon que nous, on pensait que c'était la meilleure manière de le faire par nous-mêmes. On a développé l'expertise par nous-mêmes. On n'a pas, la plupart des opérateurs de centres de données, en voulant aller dans l'hydrocooling, auraient tout simplement sous-traité de l'expertise. Nous, on l'a appris par nous-mêmes, à la dure. Tu m'as d'ailleurs vu à plusieurs reprises, dans les débuts de l'entreprise, les mains dans l'agricoles, dans des Je me installations. rappellerai tout le temps. Là, une fois, j'étais avec une gang de clients, quand même des clients stratégiques, où est-ce qu'on on était en train de finaliser un deal d'envergure pour un gros Ouais. centre de données. Puis je faisais visiter un de nos premiers gros clients là, qui avait adopté dans des tours à bureaux à Québec. Ouais. J'arrivais là pour faire visiter, je n'avais pas averti de personne. Puis comme, je vois le président, le CEO, les deux genoux dans l'école, t'étais Ouais. beurré sur le chandail. Il y avait eu une fuite, je pense, un quick connect, un tuyau qui avait lâché. J'ai dit, hey, ça, c'est inspirant, tu sais. Ouais. Le gars, c'est le big boss de la compagnie, puis il est deux mains dans le glycol en train de régler un problème, ça, il pisse dans la face. Mais c'est ça. Moi, je suis T'as pas eu. le genre de T'es un gars de personne terrain, toi. qui aime ça apprendre en faisant les choses. Il y a beaucoup de gens comme ça Ouais. dans le business. À un moment donné, ça crée une limitation. Il faut sous-traiter la connaissance. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça être dans le web, j'aime ça être dans l'équipement. Puis nous, on aime ça dire chez First Block, c'est faire pogner, à la place de se faire pogner les culottes baissées, c'est se faire pogner les mains dans le glycol.
Ouais. Et c'est littéralement ça qui est arrivé quand tu m'as trouvé là. Donc, on est fin 2021, ben là, on est rendu 2022, on commence à tester l'hydrocooling, on commence à le déployer chez les clients, dans des projets. Plein d'anecdotes à travers ça, mais je te passe les détails. Et ça nous amène à aujourd'hui où, là, on a développé une solution qui s'appelle HeatConnect, que tu connais probablement même mieux que moi à certains points, Ouais. où on installe des clusters de calcul chez les clients et on capte la chaleur des serveurs pour la réinjecter dans des boucles thermiques. Ça, c'est une idée de génie. Puis d'ailleurs, c'est pour ça à la base que j'avais joint l'organisation pour développer le département des ventes, parce que puis tout le monde à qui j'en parle trouve ça génial, là. Tu sais, ça répond vraiment à un enjeu. On le sait, là, tu sais, le calcul à haute densité, le besoin il est sans précédent, puis il augmente de façon exponentielle, notamment à cause de l'IA. Ouais, Puis parallèlement à ça, les enjeux climatiques de décarbonation, puis comme je le disais d'entrée de jeu, il y a 18 de toute l'électricité produite par Hydro-Québec qui part directement dans le chauffage. exact. Puis souvent, ben, tu sais, pas résidentiel, mais dans l'industriel, puis les bâtiments, les tours à bureaux, les gros immeubles multirésidentiels, le chauffage, souvent, il est centralisé à l'eau chaude ou juste l'eau domestique. Fait que c'est réellement génial. Mais juste, encore une fois, on revient un petit peu à démystifier la terminologie de tout ça. Tu as parlé de cluster il y a quelques secondes, Ouais, HPC. puis HPC, puis ça, ben, je pense qu'il y a vraiment une terminologie un peu galvaudée. On parle de centre de données, mais on ne fait pas de la chaleur en stockant comme les centres de données YouTube ou de Netflix qui stockent des films ou des vidéos. Ouais. Ils génèrent peut-être un peu de chaleur parce que c'est des gros disques durs, mais c'est pas ça qui chauffe comme du super calcul. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Gab, un cluster HPC? Ouais, bonne question. Juste, je fais une mini parenthèse avant de t'expliquer ça. Maintenant, First Block, on a les projets HeatConnect qui sont, comme tu dis, des mini clusters HPC. On va en reparler. On a aussi cette division-là de vraiment plus centre de données où en fait, on est un EPC, là, fait qu'on fait du Engineering, Procurement, Construction. Donc, de la construction de centres de données liquides. On a vraiment cette expertise-là. On est en entrepreneur général. Mm. Donc, on a ces deux branches-là. Et dans la branche HPC, ce qu'on parle actuellement, tout ce qui est HPC, c'est High Performance Computing, donc du calcul d'haute densité, finalement. Tout ce qui nécessite de la computation à haut niveau, ça rentre dans le HPC. Donc, tout ce qui est calcul scientifique, tantôt je parlais de séquençage d'ADN, ça rentre dans ça. Ça en fait de la chaleur. Ça oui, nécessite des serveurs qui sont spécialisés à faire Mm. du processing de calcul. Calcul scientifique, imagerie, vidéo, modèle aussi, entraînement de modèle. Là, on va parler de ChatGPT probablement puis d'AI dans quelques minutes, mais Mhm. l'entraînement de modèle nécessite énormément de computing. Blockchain aussi, tout ce qui est la flambée des projets crypto, puis blockchain, ça utilise énormément de computing. Donc, ça rentre dans la catégorie HPC. Naturellement, ça dégage beaucoup de chaleur parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Dans 1 mégawatt, 1 mégawatt, c'est comme l'équivalent de, tu sais, pour les gens qui parle beaucoup de mégawatts au Québec, là, juste pour donner une idée, 1 mégawatt, c'est presque 1000 micro-ondes. Je parle en micro-ondes, c'est plus facile pour les gens. Moi, j'essaie de parler en maison, tu sais, En comme maison, une ouais. maison unifamiliale sur Ouais, ça. C'est exact. combien de maisons, un mégawatt? Bonne question. Je pense qu'une maison au Québec, ça consomme autour de C'est 1000. 20 kWh, mettons. Ça, par année, c'est comme 1500 kWh. Là, Ouais. donc c'est assez faible, mais grosso modo, 1 mégawatt dans un projet de HPC, la densification est beaucoup plus élevée, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de kilowatts au pied carré Ouais. qu'un projet de centre de données, mettons, avec des serveurs de storage. Ok, la densité, elle est Elle est 100 fois plus. pas 100, mais elle est 5 à 6, voire 10 fois plus élevée. On a vu aussi la densité augmenter, là. Ouais. Tu sais, je me rappelle des cabinets, des pods de 12 kW, c'était épique. À ce temps, il existe des pods de 200-250 kW. Donc, pour faire l'analogie, finalement, un cabinet, tu sais, les gens qui sont familiers avec, mettons, des cabinets informatiques, on en a tous déjà vu, là, pour les gens qui connaissent Comme pas un ça. frigidaire, dans le fond. Exact, un frigidaire. Donc, dans un frigidaire, tu peux rentrer... Avant, tu rentrais 12 micro-ondes dans un frigidaire. On parle en électroménager ici. On n'est pas commandité par aucun vendeur d'électro, là, mais un frigidaire, on rentre des micro-ondes. Donc, 12 micro-ondes, 12 kilowatts peut rentrer dans un frigidaire à l'époque, puis c'était incroyable. Là, ça l'a monté 50-80 kilowatts. On est rendu à du 120 kilowatts. NVIDIA a annoncé les GB200 à 120 kilowatts. On en attend pour des projets. On est super excités de voir ce que Je pensais être GB200, 200 kW. J'avais Non, fait ouais, 120 kilowatts. Puis Ok. je pense qu'il y a des variantes du GB200 là, selon les manufacturiers, puisque Lenovo et HP en vendent tous des GB200. NVIDIA a annoncé 300 kilowatts qui s'en vient.
300 kW, 600 kW même dans les prochaines Dans années, un cabinet? dans un cabinet, puis même 1 mégawatt dans OK. un cabinet. Ceux qui posent la question, j'ai-tu assez de pieds carrés dans mon immeuble pour avoir un mini data center pour Non, me chauffer? Il n'y en a plus de problème de pieds carrés, là. l'enjeu n'est plus le pied carré à ce Pantoute, stade-là. là. Ça n'a plus rapport, le pied C'est carré, ça. là. La densification, elle est exponentielle. Il y a un principe qui s'appelle la loi de Moore aussi qui explique ça. Oui, la loi de Moore, ça, je n'ai entendu parler. Ouais. On a reçu un autre invité, Ambroise, que tu connais, Ouais. qui m'en avait déjà parlé. Il ne l'a pas abordé. J'aimerais ça que tu sais, sans trop élaborer, mais juste, je veux comprendre c'est quoi la loi de Moore, parce que c'est une loi d'évolution naturelle, technologique, de densification, puis ça a rapport avec les puces, dans le fond. Exact. Puis tout est, on va en reparler avec le AI, mais tout est lié à la densification. La loi de Moore, c'est Gordon Moore qui a parti ce concept-là. C'est pas une vraie loi physique, mais c'est basé sur une observation. Finalement, dans les années 60, c'est le cofondateur d'Intel. Donc, Gordon Moore dit à chaque 2 ans, les puces deviennent de plus en plus denses. OK? Donc, je pense que c'est 16 à 24 mois, là, genre. À chaque 2 ans, il y a de plus en plus de transistors dans les chips. Donc, les composantes deviennent soit de plus en plus petites. D'ailleurs, ça explique pourquoi nos équipements informatiques deviennent de plus en plus petits, soit deviennent de plus en plus performants, ou les deux même, là, voire. Là. Donc, une composante de calcul, un serveur, devient de plus en plus dense à chaque 2 ans. Donc, il y a littéralement un leap technologique à chaque 2 ans, ce qui fait qu'on a cette course à la densification-là à chaque 2 ans. Et maintenant, on a des GPU, des cartes graphiques. Les gens qui sont familiers, qui ont ça dans leur tour de gaming, admettons, 400 watts, 500 watts, 1000 watts. On est rendu avec des GPU à 3000 watts. Ça n'arrête plus. Donc, on est dans une course. Puis quand on regarde la loi de Moore, si vous googlez la loi de Moore sur Internet, vous voyez que c'est un graphique qui est exponentiel, qui finit par éventuellement, évidemment, plafonner, parce qu'à un moment donné, il y a des limitations physiques. Ton cellulaire ne peut pas rapetisser à l'infini à un certain point. Oui, c'est ça. Puis une carte graphique grosse de même ne peut pas comme consommer genre 200 kilowatts. Là, ça n'a pas de sens. Ça. C'est ça. Donc, Ouais. cette course-là, ce qui est intéressant, cette course-là à la densification, elle s'accélère en ce moment dans le AI. Puis, moi, je parle avec des opérateurs tous les jours, des gens qui font des centres de données, des centres de données d'AI aussi, blockchain et AI. Mais dans l'univers du AI, les opérateurs et les constructeurs de centres de données ne savent plus où mettre la tête parce qu'aujourd'hui, quand tu construis un centre de données avec une densification de 50 kW, comme certains centres, sans les nommer, certains gros centres ont fait récemment dans la région, c'est difficile pour eux d'être prêts aux nouvelles générations de technologies. Parce que si tu construis ton centre de données à 50 kW par rack, par frigidaire, dans le fond, un centre de données, c'est composé de racks. C'est la distribution électrique et mécanique. Dans le fond, si tu le fais en liquid cooling, ta grosseur de tuyau doit être sizée selon ta densification de cabinet. Donc, si tu as un cabinet de 50 kW, tu changes l'infra. Si tu avais réfléchi en disant, hey, moi, je vais avoir un renouvellement de serveurs à tous les 4-5 ans, l'infrastructure, tu estimes qu'elle va durer 20 ans, mais là, ton infrastructure est... Elle devient désuète. À un certain point, tu dois stripper. Moi, je connais des propriétaires de centres de données qui, aujourd'hui, ils ont bâti pour du 20 kW, mettons, il y a 5-6 ans, 7 ans. Et là, ils doivent reconstruire leur centre, doivent stripper au complet leur centre de données. C'est des millions de dollars. Un centre de données de tier 3, ça coûte entre 5 et 10 millions par mégawatt. OK, donc... c'est incroyable. C'est quoi les tiers? C'est quoi un tiers 3? Tiers, dans le fond, on entend beaucoup parler des tiers. Là, les tiers, c'est... Puis il y a un peu de marketing au niveau des certifications, je te dirais. Et les tiers, c'est des vraies normes qui sont réglementées aussi avec le Uptime Institute, qui est une grosse firme, une grosse entreprise privée qui s'assure d'avoir des normes, des standards pour les centres de données. Tiers 1, c'est le plus simple des centres de données. Il n'y a pas beaucoup de centres de données de niveau enterprise, mettons, qui vont vers du tiers 1. Tiers 1, c'est littéralement ce qu'on fait avec, admettons, Hitconnect. Ouais, les plus petits clusters. On peut les arrêter quand on veut. En gros, tiers 1, tu peux arrêter n'importe quand. Je vais te l'imaginer de façon vraiment simple, OK? Imagine, tu vas chez toi à chaque jour, back and forth, tu as une route pour te rendre chez toi. À chaque jour, tu fais l'aller-retour à chaque matin, chaque soir. Tu as une route, OK? Un tiers 1, c'est littéralement une maison avec un chemin pour te rendre chez toi. À la place d'être un chemin, c'est du courant puis du refroidissement, OK? Donc, tiers 1, tu n'as pas de redondance, tu n'as pas deux chemins. Tu as juste un chemin pour te rendre à ta maison. Donc, si ton chemin se brise, ton centre de données arrête. Okay? Fait qu'un tiers 1 va avoir une capacité de pouvoir s'interrompre quand même plus fréquemment dans l'année. Je ne me rappelle plus du nombre d'heures. Je ne sais pas si c'est 100 heures ou... c'est quand même relativement restreint, pareil, en nombre d'heures d'interruption. Mais tu as la capacité de pouvoir faire de la maintenance, puis le centre de données arrête complètement. Donc, ça prend des technologies de serveurs
qui peuvent être interrompus, finalement. Puis le client de calcul qui accepte que Exact. ça ne cause pas de problème. Exact. À Paye son- moins cher le kilowatt C'est ça. ou le coût à l'heure. EatConnect, exemple, EatConnect s'implante dans un immeuble, exemple un multireste de 100 logements, qui chauffe l'immeuble au complet ou juste l'eau domestique. Automatiquement, c'est un tiers 1, dans le fond. Ça peut pas être autrement. On a des projets tiers 3 qu'on évalue en EatConnect, qui sont des gros projets, des districts de chauffage. Je pense qu'on va en parler plus tantôt, mais des gros districts de chauffage avec des villes qui veulent faire des écoquartiers, admettons, où ils ont besoin de 3, 4, 5 mégawatts. Là, on regarde pour faire des tiers 3, parce que pour faire un tiers 3, il doit avoir un certain volume de mégawatts disponibles, sinon ça ne devient pas intéressant pour nous. Il y a un coût au mégawatt qui est vraiment élevé, plus que le projet est petit, moins que ça vaut la peine. Donc, si je reviens, c'est tiers 1, un chemin, possible d'interrompre le centre de données. Les clients en arrière sont moins premium, donc ils payent beaucoup moins cher pour le coût à l'heure ou coût kilowatt. Tiers 2, tiers 3, automatiquement, il y a de la redondance. OK? Donc, aussitôt qu'on rentre dans tiers 2, tiers 3, il y a la redondance. La seule différence entre tiers 2 et 3, puis je vois simplement des experts pourraient peut-être me taper sur les doigts de le dire aussi simplement, mais tiers 2, tiers 3, la différence, tiers 3, tu as 2 chemins. Donc, pour te rendre à ta maison, tu as 2 chemins. Donc, si ta route est barrée 1, tu vas sur ta route 2. Donc, tu peux interrompre n'importe quelle route à tout moment, puis le centre de données continue à rouler. Donc, le niveau de uptime est beaucoup plus sévère en tiers 3. Un tiers 3, c'est, à ma connaissance, c'est quelques heures par année. Je pense que c'est 1 heure ou 2. Ambroise, il me disait justement, je pense qu'il disait c'est comme moins de quelques heures comme ça. C'est ça, là, c'est peut-être 1 heure ou 2. Ça varie, je pense, selon... Mais tu peux pas l'arrêter du tout, même pour les maintenances. Mais tu as un niveau de tolérance à des événements majeurs, des facteurs majeurs que tu ne contrôles pas, parce que tu peux avoir une panne du grid. Ça, en fait, mais il y a des tiers 3, on a commencé. Là, ça s'en vient. Fait que ça, c'est des gros centres de données. Exact. Parce qu'il faut comprendre que First Block, c'est pas juste... Tu sais, tu as plusieurs lignes d'affaires. Tu as les gros centres de données, les gros clusters HPC en liquid cooling. Donc ça, c'est des écoquartiers complets. Ça s'appelle, c'est EatConnect. Non, c'est pas EatConnect, c'est EatConnect quand même. Nous, on fait pas... Pour nous, EatConnect, c'est la technologie. C'est une technologie. Fait que, puis il y a les petits projets, dans le fond, de un cabinet, un frigidaire, dans le fond, qu'on vient installer, supposons, dans un garage, mettons. Exact. Mettons, je reviens sur les tiers, juste pour clarifier. Tiers 3, 2 chemins. 2 chemins, impossible d'interrompre n'importe quel chemin, le centre de données continue à rouler. Tiers 2, il y a encore juste un chemin. Par contre, il y a de la redondance sur des équipements critiques. Donc, UPS, génératrice. Donc, c'est possible de faire des interventions partielles sur certaines parties du centre de données, des réseaux. Mettons, le réseau électrique, tu pourrais interrompre le réseau électrique très brièvement sans couper le centre de données, mais c'est pas à l'abri des pannes parce qu'il n'y a pas 2 chemins, finalement. Il y a juste un chemin. Il y a juste un réseau électrique qui se rend aux équipements, puis un réseau mécanique de refroidissement. Versus en tiers 3, il y en a 2. Donc, ça, c'est les tiers. Puis, il y a même tiers 4, que là, c'est 2 entrées électriques. Donc, deux fournisseurs de services électriques. À ma connaissance, au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Puis, si je ne me trompe pas, il n'y en a pas même. Ça prend 2 entrées électriques pour être un tiers 4. Les hyperscalers de ce monde vont être souvent des tiers 4. On parle même de tiers 5, qui, je ne pense pas que ça existe, mais concept de 100% d'uptime en tiers 5. Là. Moi, je disais en tiers 5, il y a des gars avec des mitraillettes en avant, puis c'est comme... C'est à l'abri d'une bombe nucléaire, ça, c'est dans un bunker, puis tout. Puis, on va reparler de décentralisation tantôt, j'imagine, mais l'enjeu des centres de données, c'est tout le temps ça, c'est d'être décentralisé, c'est de pouvoir être à l'abri des turbulences géographiques, même que des centres de données, tiers 3, techniquement, il y a des réglementations sur la proximité de zones inondables. Oui, c'est fou raide. Ça limite la possibilité d'être décentralisé, finalement. Mais là, dans le fond, First Block, ça a commencé dans un sous-sol à Limoilou en 2020. Avec des GPU, on commence à faire du liquid cooling pour régler le problème de chauffage, déménage dans un bureau, la business explose littéralement, que ce soit en nombre d'employés, chiffre d'affaires, de l'innovation partout, dans différentes lignes de produits. Il y a eu les Nordic Flow qui étaient, je pense, des serres, qui est peut-être encore sous la table avec des projets d'autonomie alimentaire dans des communautés autochtones. Là, aujourd'hui, propulsé par la technologie EatConnect. Puis aussi l'engouement dans le blockchain, mais dans le AI aussi. Dans les AI, qui est en pleine explosion en ce moment. Oui. Fait que les deux font de la chaleur autant.
Puis les deux sont en demande aussi. Puis blockchain n'égale pas crypto-monnaie nécessairement parce Pas que c'est nécessairement. beaucoup plus vaste que ça. La blockchain, c'est une technologie d'encryption de données qui va pouvoir servir pour sécuriser les bulletins de vote, pour éviter les fraudes électorales, pour les actifs immobiliers, pour peut-être éventuellement remplacer Tokenisation d'actifs, hein, tokenisation d'actifs, ou même pour remplacer éventuellement le registre foncier, tu sais, qui est dans le fond un registre public. Puis le AI, lui, ben, ce qui fait vraiment qu'on a eu, nous, un intérêt plus approfondi. Puis tous les joueurs, si on parle un peu d'AI, on fait Tout le monde va sur le AI, là. actuellement, la plupart de l'industrie des centres de données focus une grosse partie sur le AI actuellement. Puis la raison, c'est vraiment l'arrivée de ChatGPT Oui, mais 2021. Là. justement, ça, je me demandais, tes ChatGPT, là, ça en prend du calcul puis de la chaleur. Ouais. Mais est-ce qu'OpenAI, ils ont leur gros centre de données à eux ou ils louent de la force de calcul décentralisée à des joueurs comme FirstBlock? Je pense que je ne suis pas un expert d'OpenAI, là, puis de toute la manière qu'ils ont entraîné leur modèle. Ce que je sais, OpenAI, ça leur a coûté des millions de dollars. Ça leur a coûté presque 100 millions d'entraîner ChatGPT 4, admettons. OK? Donc, ChatGPT 4, ça a coûté 100 millions en location de GPU. Je pense En hydro, finalement, c'est juste du kilowatt. 100 millions en non, kilowattheure. c'est de la main-d'œuvre, c'est le coût de location, de l'amortissement de ton équipement, etc. OK. Il y a plein de paramètres, mais quand tu veux faire de l'entraînement de modèle ou tu veux faire du computing, tu dois louer de l'équipement ou avoir tes propres installations, tes propres composantes. À ma connaissance, OpenAI ont commencé à en louer. Ah, mais c'est Azure. Dans le fond, OpenAI, ils sont partenaires avec Microsoft. Fait que c'est clair que c'est Azure direct. Exact. Là, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont leur propre ferme de GPU? C'est fort possible. Là. Tous les gros clusters comme Grok, admettons, ils ont. Tu sais, Elon Musk a investi beaucoup en Ben, je ferme pense de que la GPU. plus grosse commande de GPU Ah oui, qu'il a faite à Nvidia, c'était des centaines de millions de dollars de GPU. Fait que Grok, c'est mais les prompts sur Grok, moi, je fais tout le temps des prompts engineering sur Ouais. sur Grok, Claude, puis Voir la différence. ChatGPT-4. Oui, moi, j'aime mieux la personnalité de ChatGPT-4 pour vrai, au niveau des conversations, puis il y a comme une touche Ils ont humoristique aussi. chacun leur Ouais. force service. Puis je suis pas un expert des interprétateurs AI. Ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est des centaines de millions de dollars pour entraîner les modèles. Le coût énergétique en arrière d'un prompt AI est faramineux. Les gens ne s'en rendent pas compte. Hey, on me parlait, j'étais avec des environnementalistes cette semaine, puis ils me parlaient de sobriété numérique. Ah, OK, ils font des projets, là, puis ils ont un mot d'ordre, il faut qu'ils signent un papier comme quoi ils n'utiliseront pas les AI parce que c'est trop polluant en termes de chaleur. exact. Genre, écoute, j'en revenais pas, j'ai dit. Ils n'ont pas totalement tort. Un prompt si vous faites un prompt sur ChatGPT, vous posez une question, peu importe la question, mais si la question est relativement complexe, le coût pour pouvoir faire ce prompt-là, pour le fournisseur de service en arrière, peut être en dessous jusqu'à voire 1 dollar par prompt. Imagine 1 dollar par prompt. Imagine, on est des milliards sur la Terre. On n'est pas encore peut-être des milliards à utiliser ChatGPT, mais là, aujourd'hui, ce qu'on vit comme phénomène, c'est des AI qui utilisent des AI qui entraînent d'autres AI. Donc, c'est exponentiel. L'utilisation de l'AI actuellement est exponentielle. On s'attend à avoir plus de 50 milliards d'équipements connectés sur le réseau d'ici 2030. 50 milliards. Donc, 50 milliards d'équipements qui sont des montres intelligentes, des frigidaires intelligents, mais des équipements qui vont pouvoir utiliser du AI à la fin de la journée, qui vont pouvoir prompter du AI. Puis ça va être des milliards en dépenses énergétiques, puis des milliards en force de calcul, en coût énergétique. Donc, ça, c'est le rush AI qu'on a vécu depuis 2021. Puis là, maintenant, le buzz, c'est une course. C'est comme la course, le Gold Rush, mais ça, c'est la course vers le AI. Tous les gros joueurs publics se sont réorientés vers le AI. Même les joueurs dans le domaine de la blockchain, les joueurs publics, ont toute une stratégie d'AI. Ils n'ont pas le choix. Ils se sont tous réorientés vers le AI. Je tiens quand même à préciser que la blockchain et le AI, c'est des technologies qui sont excessivement complémentaires quand on parle de centres de données. Ça permet d'amener des stratégies relativement différentes. Le blockchain, c'est beaucoup moins cher au mégawatt à développer. Ça permet de développer des infrastructures rapidement, à faible coût. Ensuite, basculer vers des stratégies de AI. Donc, ça a vraiment une complémentarité. Puis la blockchain, ça permet d'avoir des interruptions beaucoup plus fréquentes. C'est plus facile à délester. Ça, c'est notre avantage aussi pour le grid. J'imagine qu'Ambroise va t'en reparler, mais Mais tu peux faire aussi marcher de la blockchain avec des serveurs d'IA, là. oui, Tu sais, oui, je pas, veux dire, pas nécessairement tous les les algorithmes. réseaux de blockchain qui sont alimentés par des serveurs IA, puis vice-versa. Là, mais tout ça pour dire que actuellement, l'industrie des centres de données est toute focusée sur les centres de IA. OK? OK. Puis, il faut comprendre qu'un centre de IA, c'est un peu différent que les centres de données traditionnels de l'époque, des 20 dernières années. L'infrastructure est plus dense, comme on disait tantôt. C'est littéralement des mini-usines à données, finalement.
Puis j'avais un parallèle que je trouvais intéressant. Puis moi, ça m'a même blowé. Je sais pas si ça va avoir le même effet pour toi, mais aujourd'hui, on a un peu le narratif des fois du gouvernement, puis on l'a eu au Québec. Les centres de données, ça n'amène pas d'emploi. OK, t'as entendu ça, je pense, un petit peu, là? Ah oui, oui, puis c'est des gloutons énergétiques, ça prend tout le Ouais. courant. Puis c'est pas, ils n'ont pas tort dans un sens, mais il faut comprendre que dans le 19e siècle, 20e siècle, il y a eu un boom industriel. Hein. Les usines se sont mis avec la mondialisation puis la globalisation. Oui, Il y a des usines qui se sont mis à pondre un peu partout en Amérique du Nord puis un peu partout dans le monde. oui. Des usines qui sont des gros consommateurs d'énergie. OK? Mm. Donc, ces usines-là, c'était pour alimenter une consommation matérielle de production. On s'est mis à produire de L'ère industrielle, l'ère finalement. industrielle. On est plus on est à l'ère de C'est à l'information. l'ère numérique aujourd'hui. Puis Ouais. les centres de données, il ne faut pas le voir différemment que des usines à données, finalement. C'est des usines, c'est des usines excessivement denses qui sont des aussi gros consommateurs que des usines traditionnelles, manufacturières, mais qui produisent de la donnée, qui computent de la donnée. Puis on est dans un univers, puis tantôt, je fais le pont avec mon parcours en transformation numérique. J'ai étudié en transformation numérique. On est dans un univers où tout se digitalise. L'économie, actuellement, est en train d'être complètement transformée. On digitalise la finance, le marketing, l'immobilier, on l'a dit tantôt, Mm. les opérations, les manufacturiers, tout se digitalise actuellement. Les nombres d'objets connectés est en train d'augmenter de façon exponentielle. Donc, ça prend des usines pour alimenter cette transformation numérique-là. Ben oui. Puis le centre de données est une usine numérique. Mais que les robots sortent, là, à ta minute, ça va être Exact. d'autres tokens là, qui vont rouler partout. qui Donc, sont de dire que les centres de données n'ont aucun impact sur le marché de l'emploi, c'est un peu de ne pas comprendre cette transformation numérique-là qu'on est en train de vivre parce que tous les gens, toutes les entreprises, tous les gens utilisent des outils numériques. Puis ces outils numériques-là sont alimentés par des centres de données. Donc, l'impact est indirect, mais il y a un impact qui est réel dans la vie de tous les jours. Puis c'est juste une transformation qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, fun fact, mais c'est 1% de la consommation mondiale énergétique qui alimente des centres de données. C'est 1%. ça. J'avais la stat aussi, Ouais. 1%. 1%. On puis, s'en va vers 5% c'est d'ici 2030. incroyable, Gab. Puis, on pourrait vraiment en parler toute la journée. Puis, j'aimerais ça rentrer peut-être dans un sujet un petit peu crunchy en terminant. Là. J'aimerais ça que tu me racontes, Gab, ce serait quoi, depuis que First Block existe, le plus gros fail que vous avez eu, la plus grosse bad luck qui s'est passée chez First Block? Bon, il y a question, la question directe, on rentre dans le crunchy. Écoute, le plus gros fail, moi, je te dirais, j'ai pas un fail à te dire. Honnêtement, le fail que je dirais, c'est plus toute l'expérimentation qu'on a dû avoir dans les 2 dernières années. On a perdu beaucoup de temps à tester des technologies, à faire de l'itération sur du back and forth sur certaines technologies. Ça a été beaucoup d'apprentissage, des millions de dollars en R&D. Est-ce que c'est un fail? Je pense pas. Je pense qu'on l'aurait fait différemment aujourd'hui à se relancer. On aurait peut-être été plus focus au lieu de vouloir tester un petit peu tout en même temps. C'est pas un fail. Moi, je pense qu'on va en grandir, mais ça nous positionne comme des experts, par contre. Mais on a perdu quand même beaucoup de temps avec... Ça a été à la dure. Puis moi, je me souviens d'un projet, je le nommerai pas, mais un multirez qu'il a fallu qu'on le refasse au complet. Oui. Puis On en a eu au lieu de faire plusieurs une comme ça. marge de profit normale, là, comme tout business ferait, Ouais. ben, on a perdu pas Exact. loin de 100 000 dans ce projet-là parce qu'il a fallu stripper puis recommencer. Mais écoute, on a appris, puis c'est un peu le principe, je pense, de... Puis c'est ça que je trouve stimulant, puis je pense que tout le monde chez First Block pourrait un petit peu dire la même chose. Une startup qui est ultra innovante puis qui est là pour changer le monde, Gab, c'est construire l'avion en plein vol. Exact. Puis quand on construit l'avion en plein vol, c'est sûr qu'il va y avoir des sursauts, là. Puis malheureusement, il n'y a pas de guide d'emploi. Tu sais, Non. on s'est lancé dans une industrie où je peux pas juste demander à ChatGPT comment faire pour... probablement qu'on pourrait l'essayer. Je suis pas sûr que ça me donnerait une bonne réponse, mais faire ce qu'on veut faire, décentraliser avec la solution de Connect, Il n'y a pas de mode il y a pas de guide d'emploi. d'emploi. Il y Mais a non, certains faut que joueurs dans le monde qui commencent à l'essayer, mais malheureusement, il y a tellement d'enjeux techniques. Puis il y a tellement... Il faut comprendre deux industries. L'industrie des centres de données, les besoins de TI que rouler un cluster HPC demande, mais les besoins aussi mécaniques du bâtiment ou même d'une usine. Donc là, on commence à parler avec des usines. Donc, cet univers-là, HVAC, qui est un univers quand même assez classique, parler avec un univers de centre de données, c'est deux industries qui se parlent pas. réunir ces deux industries-là qui ne se parlent jamais, First Block, c'est un pionnier, là. Tu sais. Puis quand tu fais quelque chose que personne n'a fait avant, tu tapes la traîne sur un nouveau marché Mm. de niche, ben, qui finalement est plus de niche parce qu'on se rend compte que
ça s'applique dans tous les types d'actifs, dans tous les types d'industries. C'est ça. Mais dans l'univers des centres de données, l'hydrocooling, ça reste une niche. C'est à Oui, peine 20% de ben oui. l'industrie qui utilise Ça coûte plus cher aussi, là. On sait que faire un centre de données en liquid cooling, ça peut coûter jusqu'à 3 fois plus cher qu'un centre de données Non, traditionnel. définitivement. C'est pour ça que, puis on le sait, tu sais, l'industrie des centres de données, c'est une industrie qui est très conservatrice. Donc, commencer à payer 3 fois plus cher, ça peut devenir assez complexe sur Ben, le c'est plan ça. financier, là. Ce qui est arrivé dans le boom, tu sais, puis là, on en a parlé de l'accélération de la densification tantôt avec la loi de Moore. À l'époque, les centres de données en liquid cooling, ça valait pas vraiment la peine. Ça se fait depuis longtemps, le liquid cooling. En blockchain, ça se fait depuis longtemps, Ouais. à cause que la densification est arrivée beaucoup plus prématurément que l'AI. L'AI, c'est tout nouveau, la densification qui est en accélération. Mais dans ce paradigme-là, les centres de données liquid cooling, ça n'existait pas vraiment avant, là. C'était une niche. Aujourd'hui, on est rendu à 20%. On s'attend à ce que dans les 12 à 24 prochains mois, on double. Donc, ça va être 40% des centres de données qui vont utiliser du liquid cooling. Tout ça, c'est à cause du AI. Mais ils cause vont de la densification. l'anticiper ou ils vont la récupérer? Parce qu'un centre de données centralisé, tu sais, c'est difficile, là. Je Ben, il y a sais que des... Qscale voulait en récupérer de Ouais, l'énergie, mais ils vont peut-être récupérer quoi, je pense? C'est même moins de 20%. je peux pas dire pour Qscale, mais ce qui est sûr, c'est que on a un devoir, je pense, comme opérateur et constructeur, à trouver des manières innovantes de récupérer la chaleur. Ouais. Sinon, on va rentrer dans le mur. C'est 1500 TWh d'ici 2030 que les centres de données vont consommer. Ça, c'est l'Inde. ça, c'est littéralement- la production totale de l'Inde. Exact. Ah oui, parce que le Québec, genre, c'est 300 TWh total, là, Hydro-Québec. Ouais, en production, Total, là, non, c'est moins que ça, j'ai c'est des moins que ça. kilowattheures, là. La Euh, production des bassins Puis hydroélectriques. Gab, le temps file, j'aimerais ça que tu me dises un mot sur le quantic computing, puis la chaleur qui peut être dégagée ou pas, puis qu'est-ce Ouais. que ça va révolutionner dans le domaine du calcul. Écoute, je suis pas un expert en quantique, mais on a des gens chez nous qui sont pas mal plus calés en quantique. Moi, ce que je sais, tu sais, je suis un généraliste spécialisé en infrastructure surtout, ce que je comprends du quantique, l'impact que ça va avoir, premièrement, le quantique, ça résout pas tout, là. Le quantique n'est pas bon pour faire les mêmes tâches que l'AI est capable de faire. Mhm. C'est des tâches spécifiques dans lesquelles le quantique se démarque. Donc, ça va rester quand même une niche dans l'industrie des centres de données. Je pense pas qu'il va y avoir des centres quantiques qui vont pleuvoir de partout, là. Je pense que ça va être vraiment des centres spécifiques qui vont être vraiment orientés vers du quantique. Puis l'infrastructure de quantique est totalement différente que l'infrastructure d'informatique classique. Ça prend-tu des GPU pour faire marcher le Non. quantique? Non, Pas non, nécessairement. non. C'est vraiment des infrastructures qui sont pratiquement mécaniques, là, avec des qubits. Dans le fond, pour soutenir une infrastructure quantique, ça prend le zéro absolu. Donc, encore là, je ne suis pas un expert. Au niveau de l'infrastructure, ce que je sais, c'est qu'il faut maintenir les qubits à un niveau de zéro absolu. Donc, il faut avoir Ouais, mais comme total. Exaion a fait avec le quartier Humano à Sherbrooke en partenariat avec Pink Computing, qui justement, eux autres chauffent un quartier qui était innovant, mais c'est un quantic Mais computing. c'est pas un expert encore là Il va falloir projet, creuser ça. mais à ma connaissance, le quantique dégage peu de chaleur. À ma connaissance. ça. Ça nécessite beaucoup de refroidissement, mais pas pour la température. Pour maintenir le qubit en équilibre, parce que la moindre disturbance, la moindre impact va venir en fait dénaturer la qualité du calcul. Donc, ça prend le zéro absolu pour être capable d'être en état, un état parfait de quantique, dans le fond. C'est vraiment pas Vraiment une nice. question de chaleur, puis plus pour une question de stabilité, dans le fond. Bon, peut-être qu'un jour, First Block fera aussi du quantic computing, qui sait. Gab, en terminant, j'aimerais ça que tu partages avec nous un livre, un documentaire, quelque chose qui t'a inspiré, peut-être qui est en lien avec le supercalcul, les clusters, le HPC, le blockchain, Écoute, j'en ai pas sur l'énergie. l'entrepreneuriat. Ouais, j'en ai lu un récemment qui s'appelle Buy Back Your Time, qui m'a été conseillé par un coach qui, en fait, c'est de l'énergie personnelle. Donc, c'est dire que c'est relié à de l'énergie. C'est un livre qui parle en fait, qui amène une méthodologie puis une formule pour sous-traiter puis déléguer ses tâches. Puis moi, je suis dans une étape où on scale, hein. J'ai besoin de déléguer beaucoup plus de tâches de mon côté. Donc, ça parle de ça, ça parle de délégation puis de sous-traitance. Puis ça amène vraiment une méthodologie. Je te le conseille pour de vrai. Buy Back Your Time. Buy Back Your Time. Ouais. Est-ce qu'il l'a sur Audible? Je pense que oui. Je vais aller le chercher. Parce que moi, comme je dis à tous les auditeurs, j'en lis pas de livres, là. J'ai une bibliothèque pleine, je les écoute. C'est la même job. J'ai pas le temps, sinon, mais je suis tout le temps dans la voiture pour aller voir du monde. Fait que j'en profite Je te pour le conseille pour rentabiliser le temps. Je m'en vais me chercher ça tantôt. Gab, c'était un épisode incroyable. Un gros merci d'avoir été là. Puis merci pour ton ouverture, d'avoir partagé le parcours inspirant.
que tu as pu vivre et les débuts de First Block. Donc, si comme moi, vous avez été chercher de la valeur, vous avez été inspiré, si jamais vous avez, vous ou des amis, des immeubles avec des boucles de chauffage, vous voulez décarboner, vous voulez être chauffé gratuitement par des centres de données, allez voir le site internet firstblock.com, heatconnect.io, puis je vous dis, tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao! Around the block.